pour le 124e numéro de Hors-jeu. J'espère que tout le monde va bien. Avant de présenter mes trois compères, juste vous donner le programme, le menu de ce podcast. Tout d'abord, on va revenir sur les potentiels concurrents à la course au titre avec le PSG pour la saison 2021-2022. On parlera notamment de Nice, de Lille, Marseille, Monaco. Voilà, on va voir un peu ce qu'ont fait les potentiels concurrents. Il y a des clubs qui ont beaucoup recruté, d'autres un peu moins. Et on va voir ce que ça va donner, parce que la Ligue 1 commence dans 2 semaines. Premier déplacement du PSG à 3. Ce sera le 7 août, il me semble. Voilà. Donc, je vais vous présenter mes compères. Pour commencer, Yacine Amned, toujours présent, toujours là, pas de vacances. Il est là. Salut à tous. Il est dispo. Bientôt. Comment ça va, Yass? Ouais, ça va, merci. Ok. Le retour de Nicolas Puravo, qui a été réclamé toutes ces semaines, toutes ces absences. On se demandait ce qu'il faisait, s'il était brouillé avec nous, qu'est-ce qui se passait. C'était ça les manifs de samedi. Ben oui, je crois que c'était ça. Ouais. Il y avait le pass sanitaire et le retour de Nicolas Puravo dans le podcast Hors-jeu Capital. Salut Nico. Salut tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans tous les stades, il y a des drapeaux algériens. Maintenant, dans les manifs, il y a un drapeau néerlandais. Je ne sais pas si vous m'avez vu, je suis passé au Trocadéro. On m'a vu à la télé. Ah ouais, donc tu continues ta propagande pour Becker. Hein. Il n'y a plus de propagande maintenant, mais comptez sur moi pour le suivre en tout cas. Ça marche, Nico. Et on accueille notre invité du jour, Alex De Castro. Salut Alex. Alors, Alex, tu es journaliste chez RMC Sport. Tout à fait. Tu commentes notamment les matchs d'Europa League, cette année aussi avec la Conference League, le championnat portugais aussi. Et tu as la Première Ligue. Ta chaîne, Première Ligue, ouais. Et tu as ta chaîne YouTube, DC Footix. Tout à fait. Si je me trompe pas, Footix. Ouais, c'est ça. Ou sinon, avec CS, tu vois, c'est la petite feinte. Ou sinon, juste Alex De Castro, ça marche tout aussi bien sur YouTube. Il y a pas de souci. Merci en tout cas pour l'invitation, Mou. Ça me fait très plaisir de te retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo ensemble. C'est vrai. Moi aussi, on est très heureux de t'avoir. Et avec toi, justement, comme tu as une petite émission sur Twitch qui s'appelle Ligue 1 Légende. C'est bien ça, donc on va revenir, on va commencer le premier sujet et je vais te donner la parole sur la Ligue 1 qui commence bientôt, le 7 août pour le PSG, et on va s'interroger un peu, savoir quelle équipe cette année pour concurrencer un peu le PSG. On voit qu'il y a des clubs qui ont pas mal bougé, notamment Marseille, Nice aussi, Monaco sans doute. Alors première question pour toi, Alex, qui tu vois cette saison, au vu de ce qu'on a lu sur les mercatos des différents clubs, entre Marseille, Nice, Monaco, Lyon, voire Rennes, qui tu sens, toi, cette saison pour concurrencer le PSG? Je rappelle que le PSG a perdu titre la saison dernière, ça n'a échappé à personne, évidemment, et que l'entraîneur champion en titre, lui, a filé du côté de Nice. Oui, Nice qui est un club que je connais très bien, que je suis au quotidien. Mais pour répondre à ta question exacte, qui pour concurrencer le PSG, je te dirais personne. Vraiment, très simplement, j'ai aucune affinité avec Paris en particulier. Mais très clairement, quand on voit le mercato que fait le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, quand on voit les cadors qui arrivent à des postes vraiment intéressants, Pochettino qui va enfin pouvoir travailler avec une vraie pré-saison. Bon, là en plus, on va avoir, je pense, un Paris Saint-Germain vexé de ne pas avoir gagné le titre la saison passée. C'est quand même le strict minimum pour une équipe de ce calibre-là. Je pense que là, ils ne laisseront pas la place au doute. Ils pourront pas se permettre, leur ego ne leur permettra pas de laisser filer ce titre une deuxième fois. Et après, je dirais que oui, effectivement, ça s'excite bien sur les mercatos des gros outsiders, mais je prévois plus une très belle lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions pour le podium, ça oui. Et là, effectivement, tous les clubs que tu as cités, donc Marseille, Nice, Lyon, pourquoi pas Rennes, effectivement, là auront un bon coup à jouer. Lille, pour le coup, je prévois plutôt une saison compliquée parce que là, je pense que ça va être un petit peu le retour de bâton pour eux. On sait que financièrement, ça va pas, qu'ils ont encore besoin de vendre et que ça va être très compliqué pour acheter des joueurs. Ils vont partir sur un nouveau cycle de reconstruction. Je pense qu'on va pas les revoir de suite au meilleur niveau. Il va y avoir pas mal de boulot pour Olivier Létang, que vous connaissez bien. Donc Lille, moi, j'aurais tendance à plutôt les mettre de côté dans cette lutte-là. Mais en tout cas, qui pour concurrencer le PSG, encore une fois, personne pour moi cette saison. Ça marche, Alex, et puis on reviendra un peu sur le mercato de Nice juste après. Nico, pareil, je te pose la question pour entamer un peu ce podcast. Est-ce que toi, tu vois une équipe susceptible, comme Lille la saison dernière, d'embêter un peu le PSG, ou comme Alex, au vu du mercato du PSG,
il n'y aura pas trop de suspense cette saison. Sur le papier, en tout cas, il n'y aura pas de suspense. Maintenant, l'an dernier, on ne voyait pas non plus Lille à ce niveau-là, on ne voyait pas le PSG perdre autant. Ça va un petit peu, encore une fois, dépendre de Paris de toute manière. Si le PSG est au niveau qu'il doit être, il n'y a effectivement pas de concurrence. Si le PSG laisse encore des possibilités à des adversaires, il y aura des équipes qui seront à l'affût. Après, parmi les gros recrutements, je trouve que c'est assez intéressant globalement. C'est assez homogène. Il y a une équipe dont on parle pas beaucoup, c'est Monaco. Et sur la dynamique de la saison dernière, moi, je pense que ça peut être l'équipe qui va rester, qui va être a priori, à mon avis, le candidat le plus sérieux pour le PSG. S'il garde évidemment la même dynamique de la fin de saison dernière. Après, ce que fait Lyon est intéressant, même si on voit que défensivement, pour l'instant, c'est pas au point. Lille, c'est plutôt le contraire. Ça va plutôt pas trop mal dans le jeu, mais devant, c'est pas encore rodé. Je trouve que Marseille aussi, il y a un projet intéressant avec Sampoli qui va être une attraction. Voilà, il va y avoir a priori, comme le dit Alex, une très belle lutte pour la deuxième place. Et si la logique est respectée, avec un PSG loin devant qui devrait remettre les pendules à l'heure cette saison, parce qu'il peut pas effectivement se permettre de refaire un deuxième championnat raté et puis de laisser filer le titre une deuxième fois. Donc personne pour concurrencer Paris, mais des belles équipes derrière pour animer ce championnat. Yacine, je te pose la même question. Merci Nico. Yacine, je te pose la même question. Avant de rentrer en détail sur chaque club, est-ce que tu vois toi un club, là Nico parlait de Monaco, mais Monaco ça peut effectivement aussi, peut-être, avec l'entraîneur qu'ils ont et peut-être un bon recrutement. On sait qu'ils ont pris par exemple un gardien en prêt en provenance du Bayern, je crois, du Bayern Munich. Qu'est-ce que tu en penses toi Yacine? Le truc, c'est que il y a plein de choses en fait. Il y a déjà les recrutements des clubs, après il y a les coachs. Parce que ça a bougé sur les bancs, il y a des coachs qui vont être très intéressants à suivre. Après, à voir comment ils vont réussir à mettre en place tout ce qu'ils veulent mettre en place. Sur Monaco, je suis d'accord sur la dynamique. Après, il y a une inconnue, c'est que cette année, il y a la Ligue des Champions pour eux. S'ils passent en tout cas les tours préliminaires, et on sait que malgré tout, ça change beaucoup de choses dans la gestion d'une saison. Monaco avait pas de Coupe d'Europe l'année dernière, ils ont fini la saison avec les matchs de championnat joués et ils ont fini très fort. Maintenant, quand tu as la Coupe d'Europe qui vient se caler comme ça un peu au milieu, tu sais jamais comment les joueurs réagissent, comment tu gères ton groupe. C'est vrai que l'avantage de Kovac, c'est que c'est un entraîneur qui n'a pas peur de faire tourner, de faire du coaching. Et donc, même avec la Coupe d'Europe en plus, on ne peut pas dire que, enfin, peut-être qu'ils vont réussir à gérer tout ça. Voilà. Mais ça reste une inconnue aujourd'hui, avec un groupe qui a beaucoup changé depuis 2 ans, l'entraîneur, etc. Voilà, après, ça reste des concurrents. Ce qui est intéressant, je trouve, cette année, ce qui va être intéressant normalement, c'est qu'en tout cas, il va y avoir des équipes qui vont jouer. Et ça peut être aussi pas une inconnue parce que Paris joue quand même la Ligue des Champions, mais pour le PSG de rencontrer des équipes qui viennent plus en attendant et en se disant on va attendre le miracle, qui vont venir te gêner, qui vont venir te déranger. Évidemment que l'adversaire principal du PSG, c'est le PSG. Mais on l'a vu parce que là, malgré tout, on parle d'une pré-saison, mais une pré-saison qui démarre tard pour les cadres en fait, parce que le groupe aujourd'hui, on l'a vu dans les matchs amicaux, il n'y a pas vraiment de cadre. Donc, voir comment ça va démarrer, comment les équipes vont être prêtes, à quel moment. Voilà, moi je trouve qu'en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé. Avant le championnat, je me dis, il y a vraiment des choses intéressantes à voir cette année en Ligue 1. Il y a des recrutements qui sont intéressants dans beaucoup d'équipes. Il y a des entraîneurs qui ont envie de jouer. Donc, oui, ça peut être un championnat très intéressant. Après, pour répondre à la question vraiment, le seul adversaire du PSG, c'est le PSG. Voilà, c'est lui qui décide s'il a envie de se mettre en difficulté ou pas. Faut être lucide là-dessus, quoi. Alex, si tu veux bien, on va revenir avec toi sur le mercato niçois, parce que c'est un club qui bouge pas mal en ce moment. Déjà, ils ont récupéré l'entraîneur champion de France en provenance de Lille. Alors, il y a eu quelques déclarations de Galtier après quelques matchs de préparation où il semblait qu'il n'était pas totalement satisfait des joueurs qu'il avait, ou en tout cas peut-être de leur comportement. Je récapitule rapidement les quelques arrivées. Je crois que je les ai pas toutes, parce qu'il y en a encore qui sont qui sont sur le point de se faire, mais qui sont pas totalement faits. Il y a déjà le néerlandais Justin Kluivert, le fils du célèbre Patrick Kluivert, qui vient en prêt. On a Melvin Barr,
qui était plutôt un espoir intéressant du côté de Lyon, qui a signé pour 3 millions d'euros, il me semble, à l'OGC Nice. Voilà. Il y a un autre Néerlandais, un espoir, paraît-il, un très, très grand joueur, Calvin Stengs. Je ne sais pas si tu pourras nous en parler un petit peu. Todibo, finalement, après son prêt, qui est resté, car ils ont levé l'option d'achat. Et je vois, c'est tout. Puis après, le reste, je pense que ça va encore arriver. Tu as oublié Mario Lemina. Ah oui, Mario Lamina, qui était, oui, c'est vrai. Ouais, Ancien Marseillais. Exactement, qui jouait en première ligue, c'est à Fulham. Il était prêté à Fulham par Southampton la saison dernière. Après, il a pas mal baroudé, mais il a fait quand même de beaux clubs, mine de rien. Il a fait un passage à la Juve, il a joué à Galatasaray. Southampton, Marseille. Donc Southampton, apparemment, ça avait floppé, mais il s'est plutôt bien relancé à Fulham. Et Nice est allé le chercher pour environ 4 millions d'euros cet été, puisqu'ils sont en quête d'un renouveau total en fait dans leur effectif. Tu les as tous cités. Il y a eu, alors je te coupe 2 secondes parce qu'il y a aussi eu la blessure de Schneiderlin lors d'un match de préparation, et a priori il risque d'être absent pas mal de temps. Alors je ne sais pas si le recrutement de Lemina est en lien avec l'absence de Schneiderlin, ou si c'était justement pour compléter le milieu de terrain, Alex. Non, même si Schneiderlin s'était pas blessé, Lemina serait quand même arrivé. Ça faisait déjà plusieurs semaines que c'était en négociation, et d'autres milieux de terrain devraient arriver. Il y en a un, apparemment, c'est quasiment bouclé, qui s'appelle Pablo Rosario, encore un Néerlandais. Il y a une vraie filière qui s'est mise en place grâce à Mino Raiola, qui est un milieu défensif du PSV Eindhoven. Apparemment, là aux dernières nouvelles, on parle également d'Ismaël Doucouré, un jeune défenseur central de Valence qui apparemment serait très prometteur, à suivre également. Mais effectivement, comme tu l'as dit, Christophe Galtier a déjà poussé quelques gueulantes en ce début de saison. Nice n'a gagné qu'un seul match amical pour l'instant, c'était contre le Dynamo Kiev. Sur tout le reste, ça a été très très laborieux. En fait, il fait le constat que la plupart des observateurs de l'OGC Nice font depuis 2 ans, c'est-à-dire que Nice a une équipe qui n'a pas tant de niveau que ça. Il y a eu beaucoup de joueurs surcotés, ou beaucoup de très jeunes joueurs qui certes ont du talent, mais n'ont pas l'expérience, le vécu du haut niveau pour pouvoir être, en tout cas pour permettre à l'OGC Nice d'assouvir ses ambitions qui sont de s'assumer comme un réel prétendant au podium à moyen court terme. Du coup, là, Christophe Galtier est en train d'y aller franco. Il le dit très très clairement. En termes d'investissement sur le terrain, ça ne va pas. En termes de rigueur sur le terrain, ça ne va pas. En termes de niveau, ça ne va pas. Et c'est pour ça que Nice est en train de recruter vraiment à tous les postes. C'est une vraie révolution qui est en train d'être faite du côté de Nice. Mais je pense que Christophe Galtier, à l'heure actuelle, n'est pas encore tout à fait satisfait, même avec ce recrutement, dans le sens où pour l'instant, les profils restent les mêmes. On reste encore sur du très jeune. À part Mario Lemina, qui a désormais 28 ans, on reste encore sur des joueurs qui ont assez peu d'expérience, sur des jeunes joueurs qui potentiellement pourront rapporter une plus-value après. On sent qu'il y a toujours cette tendance à prévoir un petit peu le trading qui pourrait être fait plus tard. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui, depuis quelques saisons, prend un petit peu trop le pas sur le sportif. Et Christophe Galtier, on sent qu'il n'est pas là pour ça. Certes, il a ce talent de développeur de talent, et je pense que si Nice a un très très bel effort financier pour aller le chercher, c'est justement dans l'optique que Christophe Galtier puisse développer un petit peu tous ces joueurs qui sont en sous-performance depuis déjà 2 saisons maintenant. Mais Christophe Galtier sait très bien aussi l'importance d'avoir des joueurs d'expérience. Apparemment, il ferait aussi le forcing actuellement pour que Nice aille chercher Burak Yılmaz. Voilà, il veut des joueurs cadres pour pouvoir encadrer tous ces jeunes joueurs, et aussi pour que le niveau moyen de l'équipe puisse aussi s'élever, et que ça ne s'écroule pas dès que l'adversité augmente un petit peu. Ok Alex, Nico, sur cette équipe de Nice qui vient de rapatrier l'entraîneur champion de France, Christophe Galtier, est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire une bonne saison cette année? On voit qu'ils sont très actifs sur le marché des transferts, même si Nice, ces 2 dernières saisons, voire ces 3 dernières saisons, c'était pas tip top. On se rappelle du passage de Patrick Vieira qui n'a pas été un franc succès. Malgré l'arrivée de Christophe Galtier, est-ce que toi aussi tu as quelques doutes, Nicolas? Ou en tout cas, est-ce que cette équipe peut être une belle surprise comme Lille l'a été la saison dernière? Tu bâtis pas une équipe comme ça en quelques semaines avec un nouvel entraîneur. Je crois
Avoir été chercher Galtier, c'est vraiment une très bonne idée pour Nice parce que c'est l'entraîneur actuel de Ligue 1 qui te fait le plus rêver, en tout cas, sur son travail. Je pense que c'est un très bon choix. Maintenant, Galtier, il va pas faire de miracle. Il a un groupe, comme le dit Alex, qui est très jeune. Il y a un groupe qui est en train de se renouveler avec beaucoup de recrues. Pour que Nice soit sur le podium cette saison, il faudrait que la mayonnaise prenne très vite, que ce soit, ouais, faudrait que ce soit tout de suite efficace, que ça tourne vite. Et moi, je pense pas que ça va être l'année encore où on verra Nice très très haut. À mon avis, on devrait plutôt voir Nice derrière des équipes comme Monaco, Lyon, même Marseille. Je pense que ce sera derrière cette saison encore. Par contre, c'est vrai que sur les 2-3 prochaines saisons, c'est la vocation de Nice et de ses nouveaux propriétaires, c'est effectivement de franchir un palier. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que Galtier, c'est l'homme idéal pour ça. Maintenant, ce qu'il a fait à Lille, ce qu'il avait même réussi à Saint-Etienne, c'est pas non plus écrit dans le marbre qu'il réussisse aussi à le faire à Nice, quoi. Ce serait trop facile. Donc, il va falloir que ce club se mette dans. Je suis pas un spécialiste de Nice, hein, mais il va falloir de l'extérieur que ce club se mette en ordre de marche, que à tous les niveaux du club, de l'équipe, du staff, que bah voilà, il faut que tout se mette bien, il faut que tout le monde réussisse à travailler ensemble, il faut que les joueurs adhèrent au projet de jeu de leur entraîneur. Et encore une fois, tout ça, ça se fait pas d'un coup de baguette magique en quelques semaines d'été où on recrute des mecs, ceux qui sur le papier sont plutôt des bons joueurs, mais voilà, il va falloir que tout ça se mette en place. Nicolas, si je peux me permettre de te contredire sur un petit point. Tu peux bien sûr. Pas trop souvent par contre. Juste, je suis d'accord sur ce que tu dis par rapport à Nice et sur le fait qu'effectivement il y a trop de changements d'un coup pour espérer un résultat à court terme, sauf vraiment parcours incroyable, ça peut aussi arriver. Mais je suis assez d'accord avec ça. Mais par contre, c'est la même chose à Marseille. Tu as cité Marseille comme un club qui a plus d'avance. Aujourd'hui, Marseille, ça reste un club avec un nouveau coach et avec une véritable révolution dans son effectif, avec des joueurs soit à la relance, soit assez jeunes, soit des joueurs qui découvrent le championnat de France, qui donnent très très peu de garanties. Marseille est à peu près dans la même situation que le GC Nice aujourd'hui. Lyon, pour l'instant, n'a pas été encore très actif sur le mercato. Ils ont juste changé d'entraîneur, mais j'ai du mal à croire qu'une équipe avec un aussi faible niveau technique, notamment devant, ne va pas connaître une petite révolution au niveau du mercato. Je pense que ça va pas mal bouger. On va en parler de Lyon, Alex. Là où je suis d'accord, effectivement, pour moi, c'est Monaco. Ça, tu l'as dit à très juste titre tout à l'heure. Où Monaco, pour moi, est la seule équipe suffisamment en avance dans son projet, qui a déjà un temps d'avance sur les autres et qui peut prétendre plus, en tout cas, à la deuxième place. Et allez, potentiellement, pourquoi pas aller titiller le PSG. Monaco a cette avance par rapport aux autres. Mais sur les autres équipes, je ne suis pas persuadé que Nice soit en retard. Disons que quand je te parle même de Lille, hein, quand je te parle de Lille, de Lyon, c'est des équipes qui aujourd'hui n'ont pas vraiment, enfin, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs par rapport à l'an dernier. Ça reste une base assez identique. Alors, il y a un changement de coach effectivement dans les deux clubs et il va falloir voir un petit peu comment ça prend. Mais voilà, on a l'impression quand même que c'est des clubs qui partent pas d'une copie blanche comme quasiment Nice le fait cette saison. Marseille, oui, je suis d'accord avec toi, même si Marseille, disons que on voit déjà plus à Marseille le projet de jeu de Sampoli qu'on ne voit pas encore forcément avec Nice. Voilà pourquoi je dirais plutôt que Marseille est un petit peu en avance. Après, effectivement, dans la saison, je ne suis pas du tout en train de dire que Marseille va finir loin devant Nice parce que cette équipe est capable de tout. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Après, c'est vrai que je trouve aujourd'hui quand même que les projets de jeu de Lyon et de Lille aujourd'hui sont, à mon avis, en tout cas, un peu plus en avance que celui de Nice parce que Nice repart vraiment sur une copie quasi blanche, j'ai l'impression, cette saison. Mais après, comme je le disais, on ne sait pas comment ça prend la mayonnaise. Hein. Tu peux avoir une équipe qui est complètement bouleversée dans le mercato et qui, au bout d'un ou deux mois, regardez Monaco l'an dernier, hein, ça a mis quelques mois à partir. Et puis une fois que c'était lancé, c'était vraiment impressionnant. Donc Nice n'est pas du tout, effectivement, à l'abri d'avoir ce genre de parcours. Je leur souhaite, évidemment. Et à contrario, des équipes comme Lyon, comme Lille, bah, ça peut justement ne pas reprendre cette saison. Mais j'ai quand même le sentiment que ce sont des équipes qui seront au-dessus de Nice cette année. On verra. En tout cas, ça nous promet une belle lutte hein, pour le podium. Ouais. Ça va être très très beau à suivre. Ouais, Yacine, sur l'effectif niçois et aussi sur les conditions d'arrivée de Christophe Galtier, est-ce que c'est quoi la difficulté quand tu es un entraîneur expérimenté comme Galtier, tu sors d'un titre de champion de France, d'arriver dans un club qui va
pas joué de Coupe d'Europe cette saison et tu récupères un effectif qui est assez jeune. C'est quoi pour toi les principales difficultés que va rencontrer Galtier dans ce début de saison? Mais je pense qu'il y en a un principal, c'est le fait que si Galtier veut des cadres, comme il avait Font à Lille, c'est qu'il sait que les limites de la jeunesse, c'est justement dans l'euphorie, tu peux peut-être taper tout le monde, mais quand il y a des moments de doute ou des moments de difficulté, bah, c'est plus compliqué parce que tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas la gestion d'un mauvais passage. Donc ça, je pense que c'est pour ça aussi que Galtier cherche à attirer un ou deux joueurs plus âgés, qui correspondent plus au statut de cadre, avec de l'expérience. La deuxième chose, c'est que en fait, c'est aussi ton début de championnat qui va, même si effectivement l'exemple de Monaco peut montrer le contraire, mais ton début de championnat, il va aussi engendrer ce qui va se passer après. C'est-à-dire que sur les 3-4 premières journées, il suffit que tu fasses 2 victoires, un nul sur les 3 premières journées. En fait, les victoires, souvent on dit, moi je suis contre l'idée que seul le résultat compte, mais dans la construction d'un projet, la victoire, elle te permet de travailler avec sérénité. Donc, de prendre des points rapidement, ça peut aussi amener le projet à aller un peu plus vite. Je pense que c'est un peu comme tout, quand on parle de cette histoire de trading, c'est comment les joueurs s'inscrivent dans le projet, parce que, par exemple, un Kluivert qui est prêté, est-ce qu'il prend ça comme un rebond et se dire c'est un tremplin? Est-ce qu'il prend ça pour se dire je viens pour progresser, tout donner un an, dans l'idée que même je reste 10 ans, même si je pars dans un an? Voilà, c'est toujours aussi ce juste milieu à trouver entre ceux qui viennent pour un tremplin, ceux qui viennent s'inscrire dans un projet, comment, voilà. Après, pour Galtier, moi, je pense que son idée, elle était réfléchie. Il a vu qu'il était arrivé au bout de l'aventure avec Lille, pour plein de raisons, sûrement tactique, technique, mais aussi. Moi, je pense surtout, Yacine, c'est voilà, je pense que c'est plus un changement de direction qui l'a fait, qui l'a fait partir. Et c'est vrai que, voilà, oui, ça fait partie effectivement des arguments qui lui ont fait prendre cette décision. Voilà. Parce que là, à Nice, il passe du coup, excuse-moi, il passe de Luis Campos à Julien Fournier. Et peut-être que, comme l'a dit Alex, voilà, ça bosse beaucoup avec Mino Raiola du côté de Nice. Et on a vu que à Lille, Luis Campos a fait un gros boulot avec des joueurs pas forcément connus, mais qui ont apporté une vraie plus-value à l'effectif lillois. Juste une petite précision par rapport à Justin Kluivert, il est prêté, mais c'est plus un achat différé. Il y a des clauses comme quoi l'option d'achat sera levée automatiquement après tant de matchs joués, tout ça. Donc a priori, il sera quand même là pour du moyen terme. C'est pas juste après d'une saison. Ouais. Ok. Et donc le truc de Galtier, en fait, moi je trouve plutôt honnête entre guillemets de se dire, je pourrais pas faire mieux à Lille et je suis arrivé au bout. Oui, il y a toujours cette histoire de dire ouais, ça manque d'ambition, il prend un club qui va pas en Ligue des Champions, qui fait pas de Coupe d'Europe. Mais en même temps, construire quelque chose, c'est aussi une vraie ambition. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui aiment le haut, et il y a des gens qui aiment construire quelque chose sur 3 ans, amener une équipe du milieu de tableau vers la Ligue des Champions. Moi, je trouve ça plutôt honnête, c'est son sentiment. Voilà, il a eu un projet, il est aussi bien avec Fournier, donc il vient pas dans un contexte où on l'a pris parce que c'est l'entraîneur champion et il vient un peu comme ça à l'aventure. Il connaît les gens qui sont là. Voilà, moi je trouve que le projet est cohérent. Après, c'est toujours pareil, c'est le football. Ça veut dire que même quand tu prends un Stengs qui a un potentiel parce qu'il a déjà des sections en équipe des Pays-Bas, c'est un joueur qui a un vrai potentiel, qui est formé à la Z Alkmaar et qui est un joueur, c'est un club qui est réputé dans la formation. Tu sais jamais ce qui va se passer. Voilà. Il y a aussi le style de jeu, etc. Donc moi, je trouve qu'il y a un groupe très intéressant à Lille comme Dolberg, Yacine, etc. Yacine, je ne sais pas si tu m'entends, t'as un problème de connexion, je crois. Parce que ça coupe, l'image se fige. Alors, je ne sais pas si ta connexion est bonne ou pas, mais parfois, on ne t'entend pas très bien. Ça coupe un petit peu. Donc, c'est peut-être parce que tu fais des gestes. Voilà, moi, je trouve que c'est compliqué, là. Le problème, c'est qu'il leur manque 1 ou 2 cadres. Ok. On va passer au deuxième club. On va essayer d'être un peu plus rapide, s'il vous plaît, messieurs, dans vos arguments, d'être un peu plus concis. Et on va parler de cette équipe de Lyon. Alors, en termes de recrutement, pour l'instant, c'est pas ouf, contrairement à Marseille ou Nice. Par contre, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un excellent coach. Alors, ils avaient déjà tenté le coach étranger avec Silvinho, mais bon, c'était
qui était adjoint de la sélection brésilienne, mais qui n'avait pas d'expérience en club, et ça a été un véritable flop. Là, ils ont pris un entraîneur néerlandais, mais qui est quand même voilà, qui a pas mal d'expérience, et notamment qui a dirigé l'Ajax Amsterdam. Nico, je vais venir vers toi. Est-ce que c'est peut-être le club le plus excitant à suivre cette saison? Alors, pas en termes de mercato, mais en termes de jeu et de ce que va proposer Peter Bosz, le nouvel entraîneur de Lyon. Alors, Mouche, déjà, je vais te décevoir, mais non, Lyon ne m'excite pas personnellement. Mais bon, chacun son petit délire. Tu as le droit d'être excité par Lyon, sache-le. On ne t'en voudra pas. Non, enfin, oui, disons que c'est un entraîneur qui vient avec une philosophie de jeu intéressante. Et donc, ça, de ce côté-là, oui, ça donne envie de voir. Maintenant, cette équipe de Lyon, elle est bizarre, cette équipe de Lyon. Moi, j'ai du mal à comprendre où est-ce que ce club veut aller. Les deux joueurs aujourd'hui les plus intéressants dans le jeu lyonnais, qui est pas encore très flamboyant, c'est deux joueurs qui sont censés être vendus. Donc pour l'instant, on a du mal à comprendre ce qu'ils font encore là. Je parle de Dawar, je parle donc de Dembélé qui est revenu, mais qui n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Mais sauf qu'il n'y a pas d'offre pour l'instant. Et puis Lyon compte sur lui parce que c'est pareil, il y a personne pour jouer à sa place. Donc cette équipe lyonnaise, elle est tellement décevante depuis plusieurs saisons que moi, je suis curieux de la voir parce que c'est un entraîneur qui a une belle réputation, mais je vois pas cette équipe arriver sur des niveaux, produire un football qui va faire rêver les gens. J'ai plutôt l'impression que ça va encore être une saison étrange. En plus, là, ils sont en train de se préparer un petit drame interne avec l'arrivée d'un deuxième gardien qui va venir dans les pattes de Lopez. Donc voilà, c'est cette équipe lyonnaise, elle est bizarre, donc il y a de la curiosité, mais j'en attends pas grand-chose personnellement cette saison. Et en tout cas, c'est pas l'équipe qui va me faire lever la nuit pour regarder en replay des matchs que j'aurais ratés, ça c'est sûr. On a bien compris que ça t'excitait pas plus que ça. Nico, Alex, pardon, toi, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Peter Bosz à la tête de l'effectif lyonnais? Est-ce que tu penses pour le coup aussi, enfin, contrairement à Nico, que cette saison, même s'ils n'ont pas de Champions League encore cette saison, est-ce que tu penses quand même que ça peut faire quelque chose, peut-être aller titiller la deuxième place, la troisième place, puisqu'étant donné que pour toi, il n'y a pas de concurrent au PSG, mais est-ce que tu penses que malgré tout, et je rappelle que le mercato n'est pas terminé, et que pour l'instant, à part le gardien, il n'y a pas beaucoup d'arrivées. S'ils ont pris le défenseur rennais, Damien Da Silva en quatrième central. Voilà, c'est ça. Mais il y a eu quelques départs. Ça excite Nice, vous voyez, c'est ça qui excite. Ouais, bah oui. J'aime la Ligue 1. Ouais, donc Alex, toi, Lyon, pareil comme Nico, ça te... Alors, d'un point de vue spectateur, d'un point de vue consommateur de football sur son canapé, oui, ça m'intéresse, ça m'interpelle, parce que justement, Peter Bosz arrive avec des idées de jeu très fortes. Donc logiquement, on devrait avoir quelques matchs assez sympathiques. Maintenant, je trouve que cet effectif n'est pas taillé pour les ambitions offensives de Peter Bosz. Pour moi, il y a un gros déficit tactique, surtout avec le départ de Memphis Depay. Technique, j'ai dit tactique. Un gros déficit technique. Donc j'attends de voir le mercato une fois terminé de l'Olympique Lyonnais pour voir aussi à quoi on peut réellement s'attendre. Mais là, en l'état actuel des choses, pour moi, cette équipe, ces joueurs-là ne permettent pas à Peter Bosz de développer son jeu. Et après, moi, si j'étais supporter lyonnais, d'un côté, je serais excité, mais d'un côté, je serais inquiet, parce que Peter Bosz, c'est quand même pas un coach qui est réputé pour ses résultats. Alors moi, j'entends bien que seul le résultat ne compte pas, très bien, mais pour moi, le résultat prime. Ça, c'est une évidence. Et il prime d'autant plus quand on est l'Olympique Lyonnais et que ça fait des années, que ça fait une décennie même, que l'Olympique Lyonnais ne gagne plus rien et déçoit énormément et ne fait pas honneur à son statut de cadre du championnat de France. Normalement, Lyon est censé revenir au top, est censé redevenir un prétendant au titre, pas un prétendant à la course en Ligue des Champions. Ça, c'est insuffisant. Après, j'imagine que... J'attends de voir. Et Peter Bosz, alors oui, on risque de bien s'amuser, on risque de voir des matchs sympas, mais pour les résultats à la fin de la saison, je ne suis pas convaincu qu'il fasse beaucoup mieux que ses prédécesseurs. Yacine, toi qui es coach, je sais que c'est un coach que tu apprécies particulièrement, notamment pour ses idées de jeu. Est-ce que, comme Alex et Nico, tu n'es pas très enthousiaste ou pas très positif quant à la saison à venir de l'Olympique Lyonnais? En fait, je suis enthousiaste par rapport au coach.
Mais effectivement, quand on entend en plus ces conférences de presse ces derniers temps, où il souligne les limites Vraiment des problèmes de son de ici. certains joueurs, c'est vrai. Ah ouais. C'est la connexion, ça. C'est pas le matos, c'est la connexion. Je pense. Parce que d'habitude, il y a une bonne connexion ici. Toi, j'ai mis le câble et tout. Je prends en Wi-Fi. Bah, dès que tu parles, en fait, ça ralentit. Donc, bah, vas-y, continue. Je te dirai si ça fonctionne ou pas. Voilà, donc en fait, le truc, c'est que après, s'il y a des limites dans l'effectif, ce qu'il veut mettre qu'il aimerait. Donc, oui, ça va être compliqué. Et puis, Lyon n'a pas recruté vraiment. L'effectif peut être un peu juste. Voilà, je ne sais pas si ça correspond exactement à Peter Bose. Voilà, je pense que Lyon, c'est vrai que le projet de Lyon, moi j'ai du mal à le comprendre aussi parce que si tu prends, il faut que tu aies des joueurs qui comprennent le jeu qui va être mis en place parce que là on est loin du jeu basique de la Ligue 1. Donc franchement, c'est vrai que moi aussi j'ai des doutes et c'est vrai que Lyon ne peut pas passer une saison de plus sans se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est pas possible. Économiquement, à un moment donné, le club il va être en souffrance. Non, c'est clair. On va parler de deux autres clubs avant d'en venir au match de préparation du PSG. Un mot sur l'Olympique de Marseille quand même, qui est notre meilleur ennemi. En tout cas, nous les Parisiens, je ne parle pas de toi, Alex. Bon, en tant que Niçois, t'inquiète pas, on partage ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai. Nico, toi sur Marseille, alors on voit gros recrutement, pas mal de joueurs français qui sont arrivés aussi. Notamment Guendouzi, Matteo Guendouzi, donc je sais que Yacine, je sais pas si tu m'entends Yacine sur Guendouzi, le grand fan de Guendouzi, qui ont été particulièrement actifs sur ce mercato. Alors, je sais pas si vous avez vu quelques images de leurs matchs amicaux, Nico, je sais pas si tu as vu même un résumé. Qu'est-ce que tu penses du recrutement de Marseille et est-ce que je te repose la même question que pour les autres clubs, hein, est-ce que tu penses que Marseille cette saison peut viser au moins le podium, voire venir embêter le PSG? Oui, bien sûr. Déjà, sache que j'ai annulé mes vacances pour voir les matchs amicaux de Marseille, bien sûr, tu t'en doutes. Non, j'ai pas vu leur match encore. J'ai vu quelques images à droite à gauche, mais non, ça me passionne pas non plus les matchs de l'OM, je te rassure. Non, cette équipe-là, enfin, elle est active sur le mercato, mais parce que t'as un effectif qui est. Enfin, ils avaient, je sais pas, 10 ou 12 joueurs en fin de contrat qui se barraient, donc évidemment que tu es obligé d'être actif. Mais aujourd'hui, quand on regarde le recrutement de l'OM, c'est soit des joueurs qui viennent essayer de rebondir, c'est soit des joueurs que tu connais pas trop, c'est des seconds couteaux. Non, aujourd'hui l'OM, ça m'a intéressé parce que Sampoli il a cette folie et que il va les faire jouer dans un système de jeu où il va demander des trucs complètement insensés. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vécu avec la première saison de Bielsa, enfin la seule d'ailleurs. Quand Bielsa était là, voilà, c'était intéressant parce que il y avait ce côté nouveauté, il y avait ce côté un peu folie, et je pense que Sampoli va essayer d'amener cet effectif vers là. Mais cette équipe n'est absolument pas taillée pour tenir une saison complète. Déjà, même ne serait-ce que physiquement, je vois pas comment cette équipe peut faire 10 mois avec ce que Sampoli va lui demander. Et puis après, c'est pareil, les joueurs qu'il a, entre ceux qui sont pas au niveau, ceux qui comprennent rien à la tactique, ça peut pas marcher. L'OM, absolument pas. L'OM sur le podium, je n'y crois, mais pas une seule seconde. Ça me semble pas possible. Déjà, même, j'aimerais déjà voir combien de matchs ils vont finir à 11 si l'ami de Yacine Guendouzi, effectivement, est titulaire à tous les matchs, parce que chaque fois que je le vois jouer, lui, je sais pas comment il fait pour pas être expulsé au bout de 5 minutes à chaque fois qu'il est sur le terrain. Donc non, c'est une équipe à laquelle je crois pas du tout. Mais par contre, je serais assez curieux de la voir, parce que il y a moyen de. Alors, je le dis pas avec méchanceté, hein, pour les rares Marseillais qui vont tomber sur ce podcast par erreur, mais non, on va rigoler avec cette équipe-là, on va rigoler parce qu'il va se passer des trucs de fou, logiquement. De toute façon, ne serait-ce que Sampoli, déjà, c'est un spectacle à lui tout seul. Donc, pour le coup, autant je te disais que Lyon, ça m'excite pas plus que ça de les voir jouer, autant l'OM, moi, ça m'intéresse de les voir jouer parce que ça peut être assez folklore, je pense, cette équipe cette année. Je rappelle quelques arrivées. Il y a William Saliba, qui était vraiment considéré comme un espoir à l'époque où il était à Saint-Etienne et qui n'a pas l'air de s'imposer en première ligue. Et Luan Pérez, ça je connaissais pas, en provenance de Santos. Tu as le gardien qui va être mis en concurrence avec Mandanda Paul Lopez de Rome. Donc Matteo Guendouzi, on l'a dit. Cengiz Ünder, pareil, qui arrive avec Paul Lopez de Rome. Balerdi, donc l'option a été levée, était déjà la saison dernière.
Tu as Radonjic, un retour de prêt. Et alors après, tu as des Gerson Santos da Silva, 25 millions d'euros quand même le transfert. C'est quand même un sacré pari. Et le très célèbre maintenant Conrad de la Fuente. C'est pas ce que ça va donner non plus. Et donc voilà. Donc, et je crois qu'ils avaient pris aussi, Alex, tu me confirmeras, qu'ils avaient pris 2 jeunes de Nice aussi. Oui, Ben Seguir et un autre dont j'ai oublié le nom, effectivement. Ils sont allés prendre 2 jeunes, mais c'est vrai que dans la région, maintenant, tu as une petite guéguerre, on va dire, parce que Nice a pris beaucoup d'importance en termes de formation. Monaco a toujours été très, très puissant à ce niveau-là, ça, il n'y a pas de souci. Nice a pris du galon, on va dire, sur les 10 dernières années, et tu as des clubs qui, techniquement, vu leur position géographique, devraient plutôt être affiliés à Marseille, qui le sont à Nice aujourd'hui. Et Marseille qui essaye un petit peu de relancer sa formation, essaye un petit peu d'aller marcher sur les plates-bandes de Nice désormais. Donc voilà, tu as une petite guerre entre les deux et ils sont allés chercher donc ces 2 jeunes joueurs. Ouais. Et apparemment, ils viennent pour jouer la réserve. Hein. Tu as même Montpellier aujourd'hui qui va faire concurrence à Marseille dans la région sud. Hein. C'est quand même. Tu as plein de joueurs aujourd'hui qui préfèrent aller sur Montpellier que sur Marseille. Donc au niveau formation. Et puis toi, la liste que tu as donnée, Mousse, elle est voilà. Enfin, il y a aucun joueur aujourd'hui dans la liste que tu as donnée qui a sa place dans un top 10 ou 15 européen. Donc bon, à partir de là. On parle aussi de. Alors je sais pas si c'est fait ou si c'est sérieux. On parle de Vass, l'ancien d'Evian, qui joue à Valence, que tu as dû connaître peut-être, Yacine, quand tu y étais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette rumeur Vass à Marseille? Bon, apparemment, parce qu'aujourd'hui, il disait que c'est pratiquement fait et lui, il avait pris sa décision. Voilà, Vass, c'est un très bon joueur qui peut jouer à plusieurs postes, qui peut jouer latéral, qui peut jouer milieu, qui peut jouer un peu plus axial. Franchement, c'est une bonne recrue. Sur les 3 dernières années, on a vu c'était pas terrible. Et là, franchement, c'est une bonne recrue. Il a fait des belles saisons à Valence, même avant Celta Vigo. Voilà, Bon, le recrutement de Marseille, oui, il est intéressant parce qu'ils partent de loin en fait. Sur les dernières années, ils se sont beaucoup trompés. Donc oui, il est intéressant. Après, je suis comme Nico, moi, c'est pas niveau Ligue des Champions. Maintenant, sur un championnat de Ligue 1, ça peut tenir. Le problème, c'est qu'il y a l'Europa League. Et le problème, c'est que ce que demande Sampaoli, les joueurs qui ne sont pas habitués à faire autant d'efforts par match, il faudra voir comment ça se goupille comme les autres. Mais je trouve que c'est plus cohérent en tout cas que ce qu'ils ont fait depuis 3 ans. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On voulait dire un petit mot sur Monaco, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais bon, si vous avez quelque chose à ajouter sur Monaco, Nico peut-être? Non. Non. Non, sérieusement, je pense que, encore une fois, sur la dynamique de la fin de saison dernière, c'est aujourd'hui l'équipe qui a le projet de jeu le plus abouti, qui a l'effectif le plus cohérent et qui a l'entraîneur aussi qui a déjà posé sa patte sur son équipe. Donc, logiquement, sur ce qu'on a vu les 6 derniers mois de la Ligue 1 dernière, Monaco devrait être l'équipe qui mène le peloton de chasse. Après, c'est une équipe qui a tellement alterné aussi ces dernières saisons entre les bons moments et les mauvais que va savoir s'ils sont aussi pas capables de rater leur début de championnat, de se mettre en difficulté. Mais j'aurais quand même envie de dire que Monaco sera un dauphin assez légitime du PSG cette saison si la logique est respectée. Monaco qui ne pourra pas profiter de Ben Yedder et de Folland pour le premier match, pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc ça risque d'être un peu compliqué. Tu te prives quand même de 2 très bons joueurs qu'ils ont repris, je crois qu'ils ont repris hier ou aujourd'hui, mais qui seront certainement pas prêts pour. Alors je crois que c'est le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur les clubs de Ligue 1 susceptibles d'aller titiller un peu le PSG, mais bon. D'après vos avis, messieurs, finalement, il y aura pas grand monde pour concurrencer le PSG cette saison avec le recrutement XXL du club de la capitale et dont on dit qu'il n'est pas encore terminé. Écoute, je vais te libérer, Alex. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Nous, on va continuer sur le PSG. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ta rentrée. Alors, je rappelle que tu vas être sur RMC, que tu vas commenter les matchs d'Europa League et de Conference League aussi. Tu as le championnat portugais, la première ligue. On te retrouve sur les antennes d'RMC et sur ta chaîne YouTube et aussi ton émission sur Twitch sur la Ligue 1. Ouais, ça fait beaucoup à énumérer. Écoute, merci en tout cas pour l'invitation. C'était un grand plaisir de partager ce petit moment avec vous et on remet ça quand vous voulez. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, Alex. Ciao. À bientôt. Salut. Ciao. Salut, Alex. Voilà, c'est bon.
Eh ben, on se retrouve tous les trois entre Parisiens, en espérant qu'Yacine, ta connexion, ça aille un peu mieux. Pourtant, franchement, je suis en câble et je comprends pas, mais bon, ça arrive. Hein. Écoute, on va voir. On va essayer d'aller au bout de ce podcast. Alors, messieurs, rentrons dans le vif du sujet. Alors, on a eu 2 matchs de préparation. Compliqué, Nico. Hein. Il y a eu Augsbourg et ensuite il y a eu Orléans. C'était samedi. Voilà, c'était samedi. Donc, on a vu une composition. J'ai la composition du match face à Orléans. Je vais vous la donner. Alors, la première mi-temps, beaucoup de jeunes, Nico. Je sais que tu étais très excité par cette composition. Donc, au but, on avait Le Tellier. Ensuite, on avait Bitu Mazala à droite. Kerrer et Bichi Abahu, je vais y arriver, en défense centrale. Allo en latéral gauche. Ensuite, tu as eu Mzembe, Ebimbe, Draxler, Simons, Icardi et Mwinga, si je prononce bien. Et après, en deuxième mi-temps, on va revenir plutôt sur le match d'Orléans, je pense, c'était le plus récent. En deuxième mi-temps, on a eu des entrées de Diallo, Gay, etc., enfin des joueurs cadres, Herrera aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 matchs de préparation? Est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions, étant donné que la plupart des joueurs cadres ne sont pas prêts et certains ont repris très très récemment, comme Danilo, comment il s'appelle, Mbappé, et le troisième c'était, je sais plus, qui ça? Wijnaldum aussi. Wijnaldum, pardon. Ouais. Alors Nico, tes premières impressions? Je pense même pas qu'on puisse parler de matchs de préparation, c'est des matchs d'entraînement parce que tu as un effectif aujourd'hui qui n'est pas encore de retour, mais on le savait. Le PSG a beaucoup d'internationaux ils ont tout joué ou presque cet été, donc entre les vacances, les retours tardifs, il est trop tôt aujourd'hui pour parler de vraiment match de préparation, parce que même dans le jeu aujourd'hui, Pochettino, qu'est-ce que tu veux qu'il mette en place? Il lui manque les 3/4 de son équipe, donc c'est compliqué. Après, moi, je trouve que c'est intéressant quand même de voir un petit peu quelques jeunes. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal pour un petit peu se faire un avis sur leur niveau, sur leur avancée, sur leur progrès par rapport à la dernière fois aussi on avait pu les voir jouer. Donc de ce côté-là, c'est assez intéressant. Maintenant, comme je te le dis, c'est pas vraiment des matchs de préparation et c'est pas ce qu'on a vu pour le moment qui va nous permettre de dire que le PSG est ou pas sur la bonne voie, que le jeu que veut mettre en place Pochettino commence à se dessiner, qu'on commence un petit peu aussi à voir les pistes vers lesquelles il veut aller. Pour l'instant, voilà, ce sont des matchs d'entraînement et je pense qu'il faut juste les prendre tels quels et pas trop se focaliser dessus et surtout pas comme certains s'inquiéter parce que le PSG ne joue pas encore un football flamboyant. Oui, c'est plutôt normal. Et le seul petit point sur lequel je vais revenir par contre, c'est l'intégration très rapide d'Hakimi qui en quelques apparitions, enfin en 2 apparitions et en 2 mi-temps a déjà montré tout ce qu'il allait pouvoir apporter à cette équipe et de ce point de vue-là, c'est, j'ai envie de dire, le point positif de ce début de préparation. On t'avait pas eu lors des 2 premiers matchs de préparation où, pareil, Pochettino n'avait pas d'autre choix que d'intégrer plusieurs jeunes. Tout à l'heure, tu nous as fait remarquer que c'était intéressant de voir l'évolution de quelques jeunes. Nous, on a beaucoup parlé de Simons et de Garbi lors des 2 premiers matchs de préparation. J'imagine que c'est de eux que tu parlais, notamment, sur le fait qu'ils sont intéressants de les voir. Bah oui, parce que c'est vrai que Xavi Simons, c'est un jeune qu'on commence à voir de plus en plus et qu'on imagine assez rapidement intégrer la rotation dans cette équipe. Donc c'était intéressant de voir. Moi, j'étais aussi intéressé par Bichiabou parce que c'est un grand potentiel et c'est un joueur je pense qu'il est pas très loin d'intégrer le groupe pour jouer la rotation. Alors son match contre Orléans évidemment n'était pas très bon, pour pas dire mauvais, mais voilà, ce sont des joueurs qui en tout cas aujourd'hui ce sont les joueurs les plus avancés par rapport à d'autres. Et si le PSG se facilite assez rapidement la vie en championnat, ce sont des jeunes qui peuvent gratter du temps de jeu, comme un Diaby l'avait fait il y a 2 saisons notamment. Donc c'est intéressant, je trouve, de les voir, ces jeunes-là. Alors, après, c'est pareil, encore une fois, c'est des matchs où tu joues avec des équipes complètement hybrides, avec des
avec des compositions inédites, donc il y a forcément des automatismes à trouver. Donc c'est toujours difficile, je trouve, sur ce genre de. Même sur Nico, même sur le schéma tactique, en tout cas sur Orléans, est-ce qu'on peut l'analyser? On a l'impression qu'il n'y en avait pas quasiment, quoi. Ah non, il n'y en a pas trop. Bah, après, j'espère qu'il y en a quand même un petit peu qui savaient ce qu'ils devaient faire sur le terrain, mais vraiment, c'est pour l'instant, moi je vous dis, ces 2 premiers matchs, et moi je les ai regardés comme vraiment des matchs de retour, et ça permet juste de voir quelques joueurs, de regarder un peu s'il a du ballon ou pas, et puis pour le reste, tirer des enseignements sur ce genre de match, bon, ça me paraît, ce serait absurde, j'ai envie de dire, quoi. J'en ai vu certains qui grillaient déjà à vie des joueurs parce qu'ils étaient lents. Enfin, on peut pas tirer des enseignements sur des matchs comme ça. On peut dire qu'il y a des petites pistes intéressantes, qu'il y a du potentiel, qu'on aimerait revoir tel ou tel joueur, mais dire que tel joueur n'aura pas le niveau cette saison, qu'un tel va forcément faire une grosse saison, que Hakimi va devenir le meilleur latéral droit de l'histoire du PSG. Voilà, sur ce qu'on a vu là, on peut pas tirer d'enseignements, c'est absurde. Tu as parlé de El Shaddai Bitshabayu. Yacine en avait parlé dans le dernier podcast et il avait souligné notamment sa mobilité. Et c'est vrai que sur ce match face à Orléans, ça a été peut-être un peu plus difficile que le match face à Augsbourg, Yacine. Et on a bien vu ce dont tu nous parlais, cette capacité à se retourner assez vite, sa mobilité qui lui a fait un peu défaut. Encore une fois, tu as mis dans le mille, Yacine, mais comment on fait avec un joueur comme ça de 16 ans qui a un gabarit assez impressionnant? Qu'est-ce qu'il doit travailler justement? Parce que moi aussi, je suis assez d'accord avec Nico, je le vois bien intégrer le groupe pro. Je suis peut-être un peu enflammé, c'est vrai, mais je pense que voilà, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il travaille pour pouvoir intégrer cet effectif pro, Yacine? Il va falloir qu'il travaille ce qu'on a souligné, c'est-à-dire sa faculté à se retourner, à être plus mobile, plus rapide. Je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est effectivement qu'il est très grand. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais il y a surtout une chose, et ça me permet de parler un peu de la formation. C'est aussi le problème de ces joueurs qui sont trop au-dessus pendant leur parcours de formation. Et en fait, il reste sur des acquis parce que physiquement, il a dû faire des différences. Et donc, il n'a pas été en difficulté dans sa formation. La preuve, c'est qu'il a souvent été surclassé d'une ou 2 catégories parce qu'il compensait physiquement. Et quand tu n'es pas mis en difficulté parce que tu es au PSG et que c'est, par exemple, en jeune, en U17, une équipe qui domine son championnat, à part 1 ou 2 matchs, ou à part la Gambardella, une fois dans l'année, quand tu joues Lyon ou ce côté-là, tu peux pas le travailler. Parce que tu n'es jamais en difficulté, tu n'es jamais contre des joueurs qui font te faire mal. Et en fait, c'est la limite. Donc maintenant, en fait, il va apprendre avec les pros. Pour moi, c'est ça le truc. C'est que c'est à l'entraînement avec les pros, plus avec des séances individualisées, qu'il va progresser sur cette faculté en fait de mouvement, parce que c'est qu'une question de coordination et de vélocité dans les appuis. Tu sais, c'est pas une question de lecture du jeu. La lecture du jeu est là, puisqu'il est capable de faire des interceptions. Avec le ballon, il est déjà plutôt à l'aise. Le problème, c'est de pouvoir se retourner très vite. Et pour pouvoir se retourner très vite, après, c'est le préparateur athlétique qui va lui permettre de faire des exercices avec beaucoup d'appui, beaucoup de mouvements, des exercices où tu vas appuyer, tu te retournes, où en fait, tu vas commencer à prendre l'habitude à ton jeu de te retourner plus vite que tu ne le fais là. Voilà. Mais ça, c'est le travail individuel en fait. C'est le travail individuel et un peu aussi dans les séances. Maintenant, les séances, il ne va pas y en avoir beaucoup à partir de septembre. Dans les séances avec les Neymar et les Icardi et compagnie, que tu vas en fait être en difficulté et t'obliger à être plus prompt à te retourner. Mais les séances, il n'y en aura pas, donc ça va être compliqué. Yacine, au niveau du son, c'est très dur. Non, c'est marrant, je trouve. Il parle au ralenti, il accélère. Oui, c'est drôle, mais je suis pas sûr que ceux qui vont le regarder vont apprécier, surtout qu'ils adorent les mais des fois de Yacine. Alors, je sais pas si peut-être avec un casque, peut-être ça ira mieux, je sais pas. Non, mais des fois l'enregistrement, c'est pas pareil. Hein. Ah bah écoute, je l'espère en tout cas. Ce sera la surprise. Ouais. Après, pour finir sur ce joueur, il y a aussi un truc que j'aimerais préciser. Enfin, Yacine pourra confirmer ou pas, mais c'est un gamin de 16 ans qui vient de vivre sa première préparation, enfin qui vit sa première préparation avec un groupe pro. Donc peut-être que c'est un petit peu aussi plus difficile à digérer que quand tu es en équipe de jeunes, parce que je pense que c'est pas les mêmes charges de travail. Et puis après, comme le dit bien Yacine, on a discuté avec
Twitter avec quelqu'un qui parlait d'une lenteur rédhibitoire et tout, et je lui disais, bah non, à 16 ans, il n'y a rien de rédhibitoire, heureusement d'ailleurs. Et voilà, il faut juste avoir conscience que cette difficulté de déplacement, alors, ce sera jamais un grand sprinter, évidemment, qui va pas gagner, je sais pas combien il court au 100 mètres, mais évidemment qu'il va pas gagner 4 secondes dans les 3 prochaines années au 100 mètres, il faut en avoir conscience. Mais par contre, comme le dit très bien Yacine, il va travailler sur le placement du corps, sur la coordination de mouvement, sur l'anticipation, et on a vu énormément de grands défenseurs qui n'avaient pas une vitesse de déplacement monstrueuse. Tu compenses justement ça. Par contre, effectivement, la coordination, mais à 16 ans, j'ai envie de dire, heureusement que ce gamin de 16 ans a encore des lacunes qu'il va devoir travailler et progresser. Et moi, je suis comme toi, Mouche, je suis persuadé que s'il reste sur sa marge de progression, qu'il va dès cette saison gratter du temps de jeu, et que je suis sûr qu'on va le voir en Ligue 1 sur des matchs un peu plus simples, ou dans des périodes où Pochettino aura envie d'économiser quelques cadres. Moi, je suis persuadé que ce gamin, cette saison, va commencer à intégrer le groupe sur ces matchs-là en Ligue 1 et que ça va être une belle surprise, parce que moi, je crois beaucoup en lui. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Surtout qu'à l'entraînement, comme l'a dit Yacine, il va être entouré de Ramos, Kimpembe, Marquinhos, t'as quand même Abdou Diallo aussi qui est là. Kurzawa. C'est pas bien, Nico. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est un coup bas, Nico, on appelle ça en boxe. Ça, c'est la coordination des mouvements, Kurzawa, c'est la référence. Hein. Et Kerrer aussi. Hein. Kerrer aussi. Hein. Tu voulais rajouter un mot, Yacine? Ouais, juste, en fait, la facilité que les jeunes, on la voit sur la première action, il y a ballon en profondeur, où en fait, il est face au jeu. Et ça, en fait, c'est typique du mec qui était au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'il est tranquille, il est face au jeu, il s'en fout de toute façon, avec la puissance physique, il va compenser. Et alors qu'à ce niveau-là, tu peux pas, même face à une nationale. En fait, il aurait fait. Et ça, c'est là-dessus qu'il va évoluer et qu'il va gagner du temps. Ok, messieurs, bah écoute, sur ces matchs de préparation, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que on va plutôt se projeter sur la finale du trophée des champions qui aura lieu samedi prochain. Alors il y aura un match amical juste avant, je pense que c'est demain. Je pense que c'est demain soir le match amical face à Séville. Et ensuite samedi prochain, et là ça sera à Tel Aviv, il y aura le trophée des champions face à Lille. Alors on n'a pas beaucoup d'infos sur l'équipe lilloise. Moi j'ai pas vu leur match de préparation. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement ils ont récupéré un nouvel entraîneur en la personne de, j'ai oublié son nom. Gourvenec, voilà. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas entraîné. En même temps il était sur Canal+, il me semble. Il faisait le Canal Football Club. Donc on va affronter Lille samedi prochain. Première question, messieurs, est-ce que ça tu en as parlé il y a pas très longtemps, Yacine, le fait qu'il n'y ait pas énormément de préparation, et notamment avec les joueurs cadres, que ce soit avec Lille ou même avec le déplacement qu'il y aura juste après le 7 août à 3, est-ce que vous craignez un début de saison un peu difficile avec le retour tardif de certains cadres? Nico? Oui, forcément. Si tu commences la saison avec on voit à peu près l'équipe qui se dessine dans les joueurs présents, évidemment que tu ne présenteras pas la meilleure équipe possible. Maintenant, sur le trophée des champions, ça va être important, je pense, paradoxalement, parce que tout le monde dit tous les ans que c'est un match dont on se fout, mais c'est un match, une première victoire, ça pourrait vraiment donner un bon élan dans ce mois d'août. Les Lillois, alors j'ai pas non plus vu beaucoup de matchs des Lillois, mais ils sont un peu dans le même cas que Paris, puisqu'ils ont des internationaux qui arrivent au fur et à mesure. Ils sont un peu plus en avance. Je pense que pour le coup, Gourvenec aura malgré tout quelques cartouches en plus que Pochettino. Mais après, oui, on peut être inquiet du début de saison parce que tu vas avoir un mois d'août, même si tu affrontes des adversaires assez modestes. Bah, tu sais que de toute façon, le mois d'août sera en fait le mois le vrai mois de préparation du PSG. Donc si tu refais un début de saison comme l'an dernier où tu commences mal, tu peux te dire que ouais, c'est reparti, mais logiquement, tu as quand même de quoi, alors pas surclasser tout le monde et produire un football monstrueux dès le mois d'août, mais Pochettino aura quand même quelques armes à présenter pour avoir déjà une équipe assez compétitive malgré tout. La seule interrogation, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu vois le match contre Orléans, on voit pas trop pour l'instant où il veut aller, l'ami Pochettino, et
Je vois pas en 10 jours comment il va vraiment modifier ça. Donc, on va voir. Sur la deuxième mi-temps, Nico, c'était plutôt un peu plus rassurant quand il y a eu l'entrée des cadres avec Herrera, Gay, tu vois, ce genre de joueurs. Et je pense que pour le Trophée des Champions, tu risques de retrouver en défense centrale Kerrer et Diallo. Sur les côtés, Hakimi, Kurzawa. Au milieu de terrain, sans doute Herrera, Gay, voire peut-être Simons. Et puis devant, il n'y a pas beaucoup d'éléments offensifs qui sont rentrés, à part Mauro Icardi. Après, on verra comment il va animer ça. Il y a Kalimundo qui peut aussi jouer. Draxler aussi. Hein. Ah oui, Draxler que j'avais oublié. Ouais, ça. Donc on peut se retrouver avec Kalimundo, Draxler et peut-être Icardi en pointe. C'est une équipe qui est correcte, mais on est loin de l'équipe type. Il y a quasiment que des remplaçants, à part Kyler Navas. Donc ça devrait être normalement la composition face à Lille pour le Trophée des Champions, et peut-être même dès demain face à Séville, pour justement donner quelques automatismes à cette équipe. Yacine, tu vois aussi pareil un peu comme équipe pour démarrer le championnat, parce que comme je l'ai dit, hein, il y a eu le retour de Wijnaldum, Mbappé et Danilo. Par contre, pour les Brésiliens, c'est beaucoup plus tard. On parle d'un retour du 2 août pour Neymar, donc j'imagine que pour Marquinhos, ça sera pareil. Et Kimpembe aussi, qui va reprendre l'entraînement, je pense, ce week-end ou aujourd'hui, je crois, ou demain. Ouais. Bah, le problème, c'est que moi, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'effectivement, au niveau de l'effectif, c'est compliqué. Et le deuxième, c'est au niveau des choix de jeu. Moi, j'arrive pas. Moi, même si c'est les jeunes qui jouent, moi, je vois pas de ligne directrice. Je sais pas si le PSG joue haut pour aller chercher, si le PSG a décidé de jouer en transition. Moi, j'ai rien vu sur 4 matchs. Donc, je sais pas. Franchement, moi, ce qui me dérange, enfin, moi, ce que je veux pas, c'est que même si Paris va sûrement être en difficulté sur les premières journées, de pas griller les étapes avec ceux qui reviennent tardivement. Voilà. Je reste persuadé que la clé, elle est là. Si tu veux faire jouer Mbappé rapidement, Wijnaldum rapidement, parce que tu sais que tu vas être en difficulté, bah, c'est-à-dire que ta préparation, elle va être tronquée. D'ailleurs, Yacine, est-ce que pour toi, il y a une chance, avec 8 jours de préparation dans les jambes, qu'on retrouve Mbappé, Wijnaldum au Trophée des Champions, avec un déplacement à Tel Aviv, donc ça fait un aller-retour quand même. Est-ce que tu penses que c'est jouable ou c'est quasiment impossible? Non, enfin, moi, je pense que c'est impossible d'avoir Mbappé et Wijnaldum, même Danilo d'ailleurs. Moi, je pense que c'est pas impossible parce que je pense que Pochettino voudra quand même gagner le Trophée des Champions et je pense qu'il peut partir avec eux en se disant ils vont jouer 60 minutes ou peut-être rentrer 30 minutes. Ah, mais il y a risque de blessure quand même. Après, c'est toujours le risque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le calendrier il est tellement mal fait que tu pars avec des joueurs, mais c'est pas que Paris. Hein. En Angleterre, le Charity Shield, c'est le 8 août. Je veux dire, Manchester City, Manchester United, ils vont se retrouver avec des équipes avec des joueurs qui sont pas prêts. Hein. Donc, moi, je pense qu'il les prendra. Honnêtement, je pense qu'il les prendra, vu qu'ils ont repris milieu de semaine dernière, les deux, là, Mbappé et Wijnaldum. Oui, c'est ça. Ça fera une dizaine de jours. Moi, je pense que les prendre pour les faire jouer une demi-heure. Parce qu'en fait, si tu les prends pas là, leur premier match, c'est le match de championnat. Ah, bien sûr. Voilà, t'as 5 changements. Pourquoi pas les prendre et les faire rentrer une demi-heure? Le premier match, je le rappelle, sera le 7 août, hein, à 3 en déplacement face à 3. Donc ouais, plutôt. Sinon, ils n'auront pas de match en fait. Non, s'ils participent pas au Trophée des Champions, non. Ils auront eu 2 semaines et demie de préparation avant la reprise du championnat, mais en décalé, pas avec leurs partenaires. Donc c'est vrai que. Et encore une fois, il y a la rentrée tardive des Brésiliens, il y a Sarabia aussi qui n'est pas encore rentré. Verratti aussi qui va rentrer, je pense pareil. Hein, la finale de l'Euro, c'était quand la date exacte? 12. Le 12, un truc comme ça, là, 10, 12 juillet. Voilà, le 10-12. Donc si tu comptes 3 semaines de vacances et une rentrée début août, et ils seront prêts, peut-être la dernière semaine d'août, voire fin août, juste un peu avant la Ligue des Champions, ce qui est effectivement très très important. Non, juste un peu le premier rassemblement international. Oui, il y a d'abord le rassemblement international, et puis après. Ça va être sympa, c'est-à-dire qu'on va les préparer. On va les préparer pour qu'ils aillent en équipe nationale, quoi. Alors parfois, quand c'est des retours quand il y a eu des compétitions en été, parfois les sélections ils sont un peu plus indulgentes et ils prennent peut-être pas tous les cadres. T'as raison. Ouais, sauf que c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, là. Ah, moi je pensais que c'était des rencontres amicales, d'accord. Alors si c'est les éliminatoires, effectivement, ça veut dire que Neymar va revenir du Brésil et puis il va repartir aussi sec en Amérique du Sud. Bon, écoute.
ça risque d'être un peu compliqué. Un mot avec toi avant de conclure ce podcast, Nico, parce que tu n'étais pas avec nous les 3 derniers podcasts, il me semble. On a parlé un peu mercato. Il y a une piste qui a l'air d'être vraiment sérieuse. Alors, je sais que toi, sur l'arrivée de Pogba, tu as peut-être un autre avis que nous. On en avait parlé rapidement avant que tu partes en vacances. Et là, ça a l'air de se préciser. Il y a des contacts entre le joueur et le club. Et il semblerait aussi qu'il puisse y avoir aussi maintenant des contacts entre les 2 clubs pour arracher Pogba. Je rappelle qu'il lui reste 1 an de contrat et que pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé avec Manchester United et que je pense que le club mancunien n'a pas envie de voir partir libre vu qu'il pourra signer où il veut en janvier prochain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette arrivée, Nico? Parce qu'il me semblait que tu n'étais pas, toi, très très chaud. Vous avez pas vu mes banderoles samedi dans Paris? C'était donc toi? C'était toi. Je me dénonce. Non, Pogba, c'est pas que je suis pas chaud, c'est que je suis inquiet de voir un joueur qui débarque, qui vient d'avoir une expérience à Manchester assez mitigée. Alors, tout n'est pas de sa faute, évidemment, mais si tu me dis que demain, on a le Pogba de la Juve d'il y a quelques années, je dis super, ça va faire un bien fou au PSG, un milieu qui marque des buts, qui est capable de se projeter comme ça, c'est très bien. Maintenant, si c'est pour récupérer le Pogba de ces 2 dernières saisons, qui a traîné des blessures, qui a alterné les passages à l'infirmerie et les courts passages sur le terrain, ça m'inquiète un peu parce qu'on a déjà pas mal de joueurs comme ça au PSG qui ont leur carte d'abonné à l'infirmerie et j'aurais pas envie d'en avoir un de plus. Donc je suis assez mitigé effectivement sur son arrivée. Maintenant, si c'est un Pogba motivé qui vient avec le niveau qu'on a pu le voir, même là pendant l'Euro où l'équipe de France était pourtant pas très jolie à voir, mais lui était vraiment au-dessus. Si c'est ce Pogba-là qui vient au PSG, je pense que c'est une très bonne recrue. Maintenant, je demande à voir. Tu parlais de son passage mitigé à Manchester United, mais est-ce que tu ne crois pas que déjà il y a eu les entraîneurs successifs avec qui peut-être que au niveau du jeu de Pogba c'était pas l'idéal. Est-ce qu'il n'était pas un peu malheureux et que quand tu es malheureux dans un club, on sait bien que ça a une incidence sur tes performances sur le terrain. Et peut-être qu'avec un entraîneur comme Pochettino, avec des joueurs autour de lui un peu plus techniques, Verratti, Wijnaldum, si Pogba vient, on peut peut-être voir effectivement. Moi, j'avais adoré personnellement le Pogba de la Juventus, qui jouait d'ailleurs avec, je crois que c'était Conte, quand il y était. C'est bien ça. Je me trompe pas, Yacine. Je parle sous ton contrôle. Ouais. Nico, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que ça, justement, peut-être le changement de coach et surtout de joueurs qui est autour de lui, ça peut faire revenir le Pogba de la Juve. C'est ce que je t'ai dit au début. Tout n'est évidemment pas sa faute à Manchester. Il y a un club qui est en difficulté. Manchester est un club qui a quand même pas mal de problèmes ces derniers temps. Donc, évidemment, tout n'est pas de sa faute. Mais c'est ce que je te dis. Le Pogba de la Juve, moi, j'étais fan, comme tout le monde. C'était un joueur vraiment très, très fort. Et du coup, comment tu le verrais dans quel positionnement sur un milieu de terrain parce que si vraiment l'arrivée se fait, ça peut quand même chambouler l'effet, le 11 de départ de Mauricio Pochettino qui a joué beaucoup en 4-2-3-1 la saison dernière. Et là, avec l'arrivée de Ramos, Hakimi, etc., est-ce qu'on peut avoir un bouleversement aussi dans le schéma tactique si Pogba signe au PSG? Alors, j'arrive déjà pas à savoir comment veut jouer Pochettino et donc toi, tu es en train de me demander comment est-ce qu'il va vouloir jouer plus tard. Ou comment toi, tu aimerais qu'il l'utilise? C'est sûr que l'arrivée de Ramos, on est tous et d'Hakimi, on est tous en attente du 3-5-2 parce que ce sont des joueurs dans lesquels Hakimi, typiquement, c'est un vrai piston droit, donc dans un 3-5-2, il serait parfait. Si on reste sur le 4-2-3-1, une association, par exemple, Verratti-Pogba, alors je vais bien dire Verratti à chaque fois parce que j'ai pas envie de m'en prendre une vague, donc Verratti sera évidemment titulaire aux côtés de Pogba. Après, tu peux même imaginer Verratti un peu au-dessus, comme il a joué ces derniers temps avec Pochettino. Et puis, ce qui est sûr, c'est que si Pogba arrive, avec ce qui est déjà arrivé au PSG, Pochettino, il n'aura aucune excuse. Il va avoir un des plus beaux effectifs d'Europe cette saison. Il y a vraiment de quoi faire une belle équipe. Il y a vraiment de quoi produire du beau football. Et il n'aura pas une marge de manœuvre énorme, le Pochett, parce que bon, là, on lui a laissé ses 6 mois d'arrivée, sans préparation. C'était pas son effectif. Je sais que certains notamment Yacine, il aimait pas trop quand on disait ça, parce que c'est vrai que tu as des entraîneurs, ils arrivent, au bout de 2 matchs, déjà, tu vois leurs pattes. Pochettino, on n'a rien vu, on va être honnête. Et là, il a pas le droit à l'erreur, Pochettino. Surtout,
Pochettino qui a re-signé d'une saison supplémentaire jusqu'en 2023, c'était un peu la surprise. C'était un peu la surprise quand même. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, c'était acté dans son contrat en fait, hein, c'était automatique. C'est une année en option, ouais. C'est ça, ouais. Donc non, évidemment, tu fais venir Pogba, bah, t'as une arme de plus dans un milieu de terrain monstrueux, t'as une attaque de feu, t'as une défense qui a de la gueule aussi, donc franchement, il y a de quoi faire une très belle équipe. Et puis je trouve aussi que l'arrivée de Pogba, ce serait aussi encore un gros signal, quoi, parce que je connais un attaquant qui veut voir des gestes forts de son club, bah putain, tu fais venir en plus Pogba après ce que tu as déjà fait signer, tu peux difficilement faire mieux, quoi. Donc à voir. Je t'ai dit, moi, le Pogba de la Juve, je suis ravi de le voir débarquer. Le Pogba de Manchester, il m'inquiète. Mais dans un 3-5-2, donc du coup, tu sacrifies Di Maria alors. Et tu mets Neymar et Mbappé devant. Je ne sacrifie personne, moi. Je veux me fâcher avec personne. Je ne sacrifie plus personne. Et toi, Yacine, pour terminer, si Pogba signait ton milieu, enfin, ton effectif, comment tu le ferais jouer? Moi, c'est pareil que. Enfin, après, déjà, ça va dépendre aussi de Bernat. Parce qu'aujourd'hui. Oui. Mais alors, bonne nouvelle, il a repris l'entraînement collectif. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Pour la 8e fois en 3 mois. Donc voilà, après, effectivement, si à Bernat, le 3-5-2 paraît le plus logique. Voilà, après, dans ce positionnement, Pogba, Verratti, Wijnaldum. Moi, je reste persuadé que Verratti, aujourd'hui, devant la défense, avec les deux autres joueurs, c'est pour moi le mieux parce que dans ta faculté à ressortir les ballons, tu peux difficilement faire mieux que Verratti. Donc moi, je ne le vois pas plus haut, je le vois plutôt plus bas, justement. Voilà. Avec Wijnaldum et Pogba devant, quoi. Voilà. Donc après, soit Pogba à côté, Wijnaldum plus haut, soit les deux au-dessus en 8. Après, c'est une question d'animation. Après, le truc, c'est que c'est toujours pareil, en fait, de toute façon, en général, le PSG n'a jamais l'effectif complet dans les grands matchs. Donc, de toute façon, je pense que peut-être que ces questions, elles se poseront pas. Est-ce que Di Maria, pas Di Maria? On mettra les 11 qui seront dispo à ce moment-là. Si Pogba vient, ça te fait un nombre assez impressionnant de milieu de terrain, parce que à côté sur le banc, tu auras Herrera, Gay, Paredes. Si tu inclus cette saison Simons, Danilo que j'ai oublié, tu as Xavi Simons si tu veux l'inclure. Tu as des mecs qui vont pas être contents. J'imagine qu'il y aura quand même quelques départs, en tout cas j'espère, si tu fais venir Pogba. Parce que je pense que si tu fais venir Pogba, un joueur comme Paredes peut être susceptible de partir. Il y a trop de déséquilibre. Moi, je pense que Gay ne partira pas. Je pense que Gay, il va le garder parce que il n'a pas beaucoup de profils comme ça. Mais un joueur comme Paredes, si Pogba vient, là, je pense que ce sera un peu plus difficile pour lui. Le problème, c'est que tu as trop de déséquilibre, tu as beaucoup de milieux et tu as peu de défenseurs, entre guillemets. Bon, les latéraux, tu n'as même pas de remplaçant. C'est vrai. Et devant, ben oui, tu as Di Maria, mais si Sarabia s'en va, il va encore te manquer un joueur. Donc, ça fait trop de déséquilibre. Je trouve que là, comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours les milieux qu'ils ont cherché. Et ils les empilent. Et puis, à un moment donné, va falloir vendre quand même. Non, mais moi, je pense que si vraiment ça se conclut avec Pogba, moi, je sais pas. J'ai pas d'infos particulières là-dessus. Mais si ça se conclut, franchement, t'as pas d'autre choix que de séparer d'au moins 2 milieux. Parce que sinon, tu as des mecs qui vont finir en tribune et ils vont faire la gueule. Je suis pas sûr qu'un mec comme Paredes accepte cette situation. Et même pour la sérénité du vestiaire, je suis pas sûr que garder tout ce beau monde avec des salaires incroyables, ce soit vraiment la meilleure idée. Il va vraiment falloir qu'ils vendent. Il reste du temps, hein. Il reste un peu plus d'un mois jusqu'au 31 août. Donc, du coup, ils ont quand même le temps de vendre. On a vu qu'il y a des clubs italiens qui s'intéressaient à Paredes. Mais est-ce que Paredes, lui, va vouloir partir? On sait qu'il est très attaché au clan sud-américain et notamment Neymar. Donc, c'est quand même aussi difficile pour un coach comme Pochettino d'avoir autant de matériel. Alors, c'est bien, mais c'est aussi un casse-tête. Et je vous parle pas de la concurrence entre Navas et Donnarumma. Hein, Nico? Ouais, mais je donnais mon avis, moi. Nico, il est plus mouillé. Ah non, mais si, j'ai dit que c'était très bien d'avoir pris et que c'était un peu tôt, mais c'était très bien. Maintenant, ils vont se débrouiller, c'est des grands garçons. Hein. Mais moi, je me mouille pas, ça c'est clair. Le fan club de Donnarumma est trop puissant et alors celui de Navas, j'en parle même pas. Donc, j'aime les deux, moi. Ça, c'est sûr. Alors, pour finir, un petit pronostic pour le Trophée des Champions, malgré tout. Allez, on commence par Yacine et on finira par Nico. Non, moi, je pense que Paris gagnera peut-être 1-0. Toi, tu dis 1-0 du coup. Alors. Ouais, ok. Nico, toi qui es très très fort en pronostic. Ouais, c'est clair. C'est bon parce que moi je vois plutôt Lille battre le PSG, tu vois. Donc, sérieux. Victoire de Lille 1-0, donc amis parisiens, c'est gagné.
Donc c'est bon, Paris va gagner 1-0 alors. Eh ben écoutez, merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous. Nico, tu repars en vacances du coup là? On te revoit plus, comme ça au moins on prévient les auditeurs du podcast. Ici, je suis là encore, je suis en France jusqu'au 5 août. Ah, bah, Et après, je pars dans le centre de la France, j'ai une connexion internet un peu comme celle de Yacine aujourd'hui, donc je sais pas si ça va marcher. Et après, je pars en Grèce pendant 3 semaines, donc là par contre, je vais aller regarder s'il n'y a pas un petit arrière-gauche qu'on peut faire venir en Grèce et tout. Ouais, Je passe au retour, je passe à Leverkusen pour quelques jours aussi avec la famille. bah, ça c'est normal, tu vas aller voir ton petit chouchou. Mais est-ce que tu as ton pass sanitaire du coup? Alors tu es tranquille, tu peux voyager tranquillement. Il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. On va aller voir Mitchell un match à Leverkusen avant la rentrée. J'ai promis aux enfants qu'on allait le voir. Ah, si tu as promis aux enfants en même temps. Ils sont ravis. Tu peux pas t'imaginer comme ils sont contents. Bah, c'est mieux qu'Euro Disney ou le parc Astérix. Hein. Ah bah, ils m'ont dit, on veut faire un truc qu'on n'a jamais fait. Je dis, bah c'est bon. Ça, c'est l'attraction, ça. Ça, c'est un match à Leverkusen. Bon, Yacine, toi, t'es encore avec nous quand même, non? Avant quelques jours de vacances? À la fin du mois. Attends, tu pars quand tout le monde rentre? Ouais. Eh ben, J'aime pas les gens. T'as bien raison. Eh ben, merci encore, messieurs. Ben, on se retrouve lundi prochain pour débriefer le trophée du champion. Je ne sais pas si tu seras avec nous, Nico, on verra. Si tu as la connexion. Bah après, quand je vois la connexion aujourd'hui, je peux venir. Hein. Là, ça m'est jamais arrivé, mais ça arrive une fois, vous me lâchez pas quand même. Ah, il faut que tu appelles le mec d'Orange ou de Bouygues ou de SFR. Hein. C'est pas possible. Ah, mais la 3G, c'est plus possible surtout. On est passé à la 5, Yacine. Et comme on est vacciné, on a même la 5G, paraît-il. Donc là, t'as pas d'excuse. Bah, merci encore, messieurs. Puis on se retrouve lundi prochain. Merci à tous et ciao. Ciao. Allez.